Bonjour à toutes et tous. On est ravis d'avoir été invités par le comité scientifique et puis par l'équipe organisatrice du projet PARM et du CAP. Je suis Sandrine Gély-Guichou, je suis chargée de développement pédagogique au Centre de développement pédagogique de l'université, de Nantes Université, excusez, on est une jeune université, on vient juste de changer de nom. Veneta. Bonjour à toutes et à tous de ma part également. Je suis Vanetta Andreeva, ingénieure pédagogique au sein du SPIN de Nantes Université. Je suis venue ici aujourd'hui accompagner Sandrine et remplacer mon collègue Damien Aubert, qui était en fait son binôme dans ce travail qu'on va présenter actuellement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est tout aussi grand, sans lunettes et avec une barbe. Merci Veneta. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la conception d'un atelier de formation. Avant de rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on a conçu l'atelier, l'idéal, ça aurait été qu'on puisse vous présenter quand même un petit peu le contexte dans lequel on s'inscrit et pour rejoindre ce que disait Pascal Plantard ce matin sur l'accessibilisation générale des institutions, peut-être faire un focus sur effectivement au niveau politique et stratégique de l'université, qu'est-ce qui est mis en place. Nantes Université a fait le choix de tendre vers une démarche ouverte avec 4 axes principaux de développement que sont la science ouverte, l'éducation ouverte, l'innovation ouverte et le gouvernement ouvert. Aujourd'hui, je vais me centrer principalement sur l'éducation ouverte. Ça signifie qu'il y a une volonté effectivement d'accessibilité à tous et toutes. Et sur ce volet spécifiquement, dans l'atelier qu'on a co-conçu, c'est d'interroger l'accès aux ressources. Dans le cadre des situations d'enseignement-apprentissage, on l'a entendu depuis ce matin à de nombreuses reprises, des ressources sont mises à disposition des étudiants, mais elles peuvent être issues à la fois de travaux de recherche, elles peuvent être produites par les enseignants, même dans une perspective de vulgarisation, mais elles sont aussi produites par des étudiants dans le cadre des cours. En fait, souvent, les étudiants produisent aussi eux-mêmes de la ressource. On s'inscrit depuis 3 ans dans un programme qui s'appelle Programme Access. C'est une collaboration interservice, intercomposante et interétablissement, c'est-à-dire que le centre de développement pédagogique s'est associé avec le relais handicap qui serait l'équivalent de ce qui vient d'être présenté au niveau de la mission handicap et eux aussi sont rattachés au service de santé des étudiants, structurellement parlant, à Nantes Université. Cette accessibilité des ressources, elle est pensée dans une perspective inclusive. Et depuis 3 ans, on accompagne donc des services, des enseignants-chercheurs, des étudiants, et on travaille ensemble à co-construire, on va dire, une représentation de ce que pourrait être l'inclusion et de ce que pourraient être des dynamiques inclusives. Et il me semble que ce terme de dynamique, c'est extrêmement important parce que là, on rentre par les situations de handicap, mais si je reprends l'expression de Lemoine qui parle de petits pas, on est bien dans quelque chose qui se construit ensemble ou qui se déconstruit en termes de représentation et de croyance. De fait, là, quand on parle de perspective inclusive, on rentre par le handicap, mais comme ça a été aussi évoqué, on élargit à des publics bien plus importants qui peuvent être concernés par de l'éloignement géographique, par des situations de responsabilité parentale. On peut penser aussi aux sportifs de haut niveau et on peut penser aussi à des étudiants en situation de plurilinguisme, par exemple. Cet atelier, plus spécifiquement, ses intentions, c'est bien d'être sur de la sensibilisation dans une perspective inclusive. On a vu depuis ce matin un certain nombre d'objets qui sont effectivement, on va dire, en construction aujourd'hui et qui ont été accélérés par la pandémie. Mais un document pédagogique, ça peut être aussi simplement du texte. C'est ce qu'on a vu et on a encore beaucoup d'enseignants qui interviennent en amphithéâtre, mais qui vont venir soutenir leurs exposés. On est sur des formes expositives qui sont soutenues après par du document écrit. Donc quand on parle de sensibilisation, c'est que tout le monde aujourd'hui est peut-être pas prêt encore à franchir le cap d'aller vers des ressources extrêmement numérisées. Et en même temps, cette question de l'accessibilité, elle se pose déjà là, au niveau de documents, on va dire, classiques, au sens où on peut les entendre. L'atelier, il est conçu aussi pour que ça soit un espace d'accélération de l'appropriation par des mises en situation et du partage. Donc là, je vais simplement expliquer après les différentes phases, Veneta fera un focus sur les différentes phases de l'atelier, parce qu'on est convaincu que la mise en mouvement, elle se fait
par le collectif et elle se fait par le partage d'expériences et par le partage de connaissances. Tout ce qu'on a vu ce matin en termes de recommandations ergonomiques, on va passer très vite aujourd'hui parce qu'on en arrive en fin d'après-midi et toutes ces recommandations et ces normes, elles étaient intégrées dans les diapositives, vous les verrez, on s'appuie sur le même fond documentaire. Maintenant, on sait très bien que chacun arrive, et même en tant qu'enseignant, ou même nous, concepteurs, quand on conçoit des ateliers, on arrive avec un certain nombre de connaissances, et oui, on a des habitudes aussi. On va utiliser telle police de caractère parce qu'on l'aime bien, ou telle taille, etc. Et puis finalement, il y a des choses qu'on méconnaît totalement. Et donc cet atelier, il vise aussi simplement à créer du commun entre les personnes qui participent à l'atelier. Ce que je peux peut-être ajouter dans les publics, donc on vise principalement les enseignants et enseignants-chercheurs, c'est notre public cible en tant que centre de développement pédagogique, pour qu'ils puissent peut-être être attentifs derrière à certains éléments, mais toujours avec beaucoup de douceur, parce qu'on peut prendre conscience, et dans la mise en œuvre, ça peut être beaucoup plus long, parce qu'on va avoir une quantité de cours à modifier, et que quand on sort de l'atelier, on se dit, mais mon Dieu, je vais mettre combien de temps à changer tous mes cours? Donc l'idée, c'est juste de se dire, de conscientiser aussi peut-être un chemin vers lequel on va commencer, ou sur lequel on va commencer à s'engager. Et puis, là, on va vous présenter peut-être aussi le ressenti. On l'a joué avec tous les collaborateurs et les collaboratrices pédagogiques de l'université. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un centre de développement pédagogique. Veneta est au service de production d'innovation numérique, mais sur l'ensemble de l'université, on a un réseau de collaborateurs qui doit représenter à peu près une 50aine de personnes avec les établissements qui sont autour. Et on s'est dit que sensibiliser ces personnes-là, c'était aussi gagner du temps parce qu'elles, derrière, elles allaient travailler aussi avec les personnes en proximité, en accompagnement, etc. et qu'elles pouvaient après redéployer l'atelier ou simplement s'en servir lors de leurs accompagnements. Et je passe la parole à Veneta, peut-être sur les objectifs. Oui. On va commencer par les objectifs d'apprentissage. Comme Sandrine vient de le préciser, nous nous adressons à un public qui est sensible au sujet, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, par quel bout. Et c'est pourquoi l'atelier vise en premier temps de le faire découvrir la conception universelle des apprentissages pour leur donner justement une approche, le travail, et en deuxième temps de présenter des outils qui peuvent leur permettre de faciliter l'accessibilité des documents, et ce sont souvent des outils qu'ils utilisent déjà, qui sont intégrés dans leur pratique, qu'ils n'ont pas à les prendre en main tout juste, et ce sont aussi des outils qui sont disponibles à l'université. Le scénario de l'atelier, il s'agit d'un atelier qui est étalé sur 3 heures avec 2 pauses et qui a été organisé autour de 3 boucles d'apprentissage qui commencent tout naturellement avec une activité de nuage du Mans qu'on va voir tout de suite, qui vise à rendre visibles les conceptions et représentations préalables des participants afin de pouvoir les amener vers une définition commune de l'accessibilité et ouvrir la porte vers la présentation de CUA et un exercice de mini-étude de cas. Après la pause, on met les participants au travail, on leur présente très rapidement les différentes normes et standards qui existent et on leur demande de faire un travail avec un outil à portée de main de tout le monde, quelques slides sur PowerPoint, et de se les commenter entre eux. Après cette deuxième boucle d'apprentissage, on leur fournit cette fois-ci une liste de recommandations. C'était un choix tout à fait conscient de ne pas commencer par cela. Et une fois cette liste présentée, on introduit les différents outils qui nous permettent de tester, de vérifier notre travail. Et aussi les différents outils d'assistance, bien sûr, pour pouvoir se projeter de l'autre côté de ces documents. Donc, comme je le disais, l'atelier commence avec un nuage de mots. Très naturellement, à cette question, il y a souvent le mot handicap qui émerge, associé à l'inclusion, à l'ouverture forcément, et à côté on retrouve plusieurs d'autres mots qui sont associés plutôt à l'handicap, ce qui nous permet à la fois de questionner chaque individu, de se questionner, mais aussi de se rendre compte de la température de la salle, ou quelque part se positionner par rapport aux autres, de voir que ce sont des représentations partagées en fait. Ensuite, nous nous basons sur la définition de l'accessibilité numérique tout simplement publiée sur Wikipédia.
qui, nous venons de l'apprendre ce soir, est apparemment la définition de Tim Berners-Lee. Ce qui est très bien, ça me convient très bien. Et ce qui nous intéresse surtout dans cette définition est qu'elle met en perspective l'accessibilité à travers d'autres situations que celles associées à l'handicap, les situations géographiques, culturelles, du matériel, etc. Ce qui nous permet donc d'introduire le sujet de la conception universelle des apprentissages. Donc ça a été évoqué ce matin par Madame Papadopoulou. On est sur les mêmes cadres de Rose et Meyer. Du coup, nous on l'utilise en fait par rapport aux lignes directrices qui sont définies et qui vont effectivement renforcer la question du choix. Donc, quand on vient effectivement, qu'on entre par ce cadre conceptuel, on vient questionner à la fois l'engagement, le pourquoi de l'apprentissage, et donc là, ça va toucher effectivement la motivation, par exemple, le quoi. Donc là, c'est là que vont venir se glisser les ressources. Et puis, l'action et l'expression, c'est le comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on communique, par exemple, avec nos étudiants, ou comment est-ce qu'on leur demande de rendre compte. Voilà. Donc, ce cadre-là, il permet... Ce cadre-là, en fait, il permet d'anticiper des obstacles que pourrait rencontrer l'étudiant dans l'environnement d'apprentissage. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on s'inscrit aussi dans une approche environnementale du handicap. C'est-à-dire, quand on a travaillé avec le handicap depuis 3 ans, on a travaillé en collaboration avec le Réseau international de processus de production du handicap et on fait le lien avec les environnements d'apprentissage de cette façon-là. Donc là, on vient questionner l'environnement pour pouvoir effectivement répondre à ces questions-là. Après le travail de mini-étude de cas, nous présentons, comme je le disais tout à l'heure, les normes et les standards existantes. Il n'est pas question ici de former, de rendre le participant expert dans le domaine, mais juste de les rassurer quelque part, de lui dire que ces normes existent, que ce sont des normes, il y en a plusieurs, les normes nationales, internationales, mais qui se basent tout de même à chaque fois aux directives WCAG et ils sont partagés par tout le monde, par les développeurs, par les concepteurs de logiciels, les développeurs de sites, etc. Et ça permet de les rassurer, de savoir toujours qu'il y a cette référence. On mentionne les 4 grands principes qui le permet aussi d'avoir plutôt une grille de lecture et pas plus. Ouais, les 4 principes, c'est ceux que François a présentés. Oui. Là, je vais passer très vite, c'est le déroulé de l'atelier. L'atelier, si certains d'entre vous sont accompagnateurs pédagogiques et sont intéressés par l'atelier, comme on s'est inscrit en tout début, je l'ai dit, dans une politique d'ouverture, on met tout à disposition. Le scénario, le support, tout. Voilà. Je vais passer rapidement. À l'issue de l'atelier qu'on a mené avec les collaborateurs pédagogiques, voilà ce qu'on a demandé en évaluation à chaud. Donc une idée que je retiens et une idée que je vais approfondir. La plupart ont retenu effectivement la conception universelle des apprentissages qui, d'un point de vue purement pédagogique, là on n'est pas du tout uniquement sur le numérique, permet effectivement de repenser les activités, en tout cas de venir questionner ces activités avec une entrée différente. Et ensuite, tout ce qui relevait des outils permettant d'effectuer les tests pour penser en amont, en fait, l'accessibilité. Et les idées que je vais approfondir, la plupart ont dit qu'ils allaient retourner effectivement sur les outils pour pouvoir être encore plus performants et gagner du temps derrière dans la conception. Je vais terminer. Donc voilà ce que je viens d'expliquer. Peut-être dans le ressenti, ce qui est ressorti dans les verbatims, c'était qu'il y avait une accessibilité multiple, c'est-à-dire qu'ils partaient aussi avec une représentation un peu différente de celle qu'on avait sondée au début de l'atelier. Et les perspectives, pour nous, c'est de partager le plus largement possible cet atelier, de le faire évoluer. Et déjà aujourd'hui, en venant à cette journée, et c'est aussi pour ça qu'on vous remercie, c'est qu'il y a des choses qu'on va déjà modifier. Et puis je rappelais simplement là en conclusion les petits pas
que le moine évoque, parce que ça me semble être quand même essentiel dans ce qu'on a partagé aujourd'hui. On est sur du temps très long. Aujourd'hui, on est peut-être avec des personnes qui sont déjà... Enfin, si vous êtes là, c'est que quelque part, vous êtes déjà intéressés. Il nous reste encore à toucher tout un tas de personnes pour qui ça peut paraître effectivement peut-être un peu obscur encore, ou tout du moins que ça peut générer beaucoup de travail derrière, et de continuer à les rassurer en travaillant avec elles main dans la main. Voilà. Merci. Nous serons plus forts tous ensemble. Je voudrais poser la question suivante. Comment vous attirez les enseignants dans cette formation ? Oui, alors c'est une très bonne question. Ce qu'il faut prendre en compte, je pense que ce qui facilite, c'est vraiment la création du programme il y a 3 ans. C'est-à-dire, on est vraiment dans des logiques collaboratives de boucle. On a identifié un pool d'enseignants qui étaient plutôt sensibles aux questions de handicap et on travaille avec eux. Et on travaille avec eux derrière pour qu'ils puissent mener des initiatives après quand ils se sentent suffisamment en confiance. Et notamment, ils ont suivi une formation avec le RIPPH, on les a accompagnés sur plein de questions et on leur a laissé la possibilité de générer des actions en proximité dans leurs composantes. Et nous, on vient en soutien et donc on vient plus en local, on répond à des besoins qui sont situés, j'ai envie de dire. Donc là, ça peut être une entrée, en tout cas. La deuxième, c'est que quand on échange, la semaine dernière, on était au congrès de la IPU, on a échangé avec plein de collaborateurs pédagogiques au niveau international. Du fait de la pandémie, je dois reconnaître que cette année, en termes d'ateliers de formation, on n'en a pas joué tant que ça. Tout simplement parce que les gens ont bien d'autres choses. Voilà, il faut aussi qu'ils récupèrent de l'énergie. Ils ont tendance aussi à la focaliser et ça, c'est à prendre aussi avec beaucoup de douceur. Maintenant, cette question aussi, peut-être que c'est ça aussi qui fait que les enseignants commencent à y trouver un intérêt, c'est qu'on l'a bien vu aujourd'hui, c'est que quand on commence à se lancer dans de la production, de la réingénierie de son cours, parce qu'on a envie justement de le mettre à disposition différemment, on a envie de l'ouvrir. J'entendais aussi les collègues qui disaient, bon, on va une partie en open access. On est vraiment sur des dynamiques qui sont plurielles et qui peuvent à un moment donné interpeller les personnes. Et là, les personnes viennent en disant, bah oui, mais moi je suis confrontée à telle difficulté, donc je viens m'outiller pour pouvoir y répondre. Mais après, j'ai pas de solution. Voilà, je pense qu'on est tous confrontés aux mêmes questions. L'idée, c'est de voir comment on peut générer les dynamiques collectives. Je reste convaincue que ça reste quelque chose de partagé, et encore plus peut-être par rapport à l'accessibilité. Et je partage ce point de vue. D'autres questions ? Une autre question ? Non ? Terminé ? Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas.